Ok. 103.9, la radio panafricaine Convergence FM. Bienvenue dans ce numéro d'Humeur d'Afrique avec aujourd'hui un invité de marque, un invité de choix, un invité prestigieux, mais qui est aussi, surtout, un invité pour lequel j'éprouve une immense affection, en l'occurrence Piero San Giorgio. Bonjour Piero, comment vas-tu? Très bien. C'est un plaisir vraiment de t'avoir, un plaisir de te recevoir. Comment te sens-tu à Dakar, sachant que c'est pas la première fois que tu viens ici? Non, j'ai travaillé longtemps en Afrique dans ma jeunesse, dans mes jeunes années, et c'est toujours un plaisir de retrouver l'Afrique, de retrouver le Sénégal, et de voir quels sont les changements et quels sont les non-changements. Ouais. Alors, commençons par les changements. Quels sont les changements que tu as pu observer? On va en discuter. L'Afrique est un continent dans son ensemble. Il est vaste et multiple. Je précise quand même, parce que voilà, c'est bien de te préciser pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas. Tu es donc l'auteur de plusieurs ouvrages, dont notamment un qui est un best-seller. On parle de plus de 60 000 exemplaires vendus. Oui. Donc c'est quand même pas rien. C'est survivre à l'effondrement économique. Voilà, qui s'est vendu et traduit en plusieurs langues. Oui. Quelles sont les langues? Alors, bien sûr, en français, anglais, italien, arabe et russe. D'accord. Et quand est-ce que ça se traduit en wolof, en minant, etc. Il faut qu'un imprimeur sénégalais se dévoue. Il préfère traduire BHL ici. Donc, alors, bref, on taquine. Ironie, d'accord, très bien. Donc... Non, mais l'Afrique m'avait beaucoup inspiré et a été à la source de peut-être ma prise de conscience qui m'a amené bien des années plus tard à écrire ces livres, parce qu'en travaillant à travers le continent, pratiquement j'ai fait tous les pays pour lancer des produits informatiques il y a plus de 20 ans, eh bien, j'ai pu voir que le monde, ce n'est pas comme ma petite Suisse natale, un petit pays où tout est calme, tout fonctionne et tout est hyper développé, si je puis dire. J'ai vu la réalité de l'Afrique. La réalité de l'Afrique, c'est à la fois, et je parle d'il y a 20 ans, à la fois énormément de ressources naturelles, énormément de chaos, énormément de gens aimables, hospitaliers, mais aussi les capacités de violence de tous les jours, mais aussi très violentes lorsque ça bascule. Et donc cette prise de conscience, elle a été très bénéfique à l'époque, parce que finalement de petits blancs qui débarquent en Afrique avec pas mal d'illusions et peut-être même toutes sortes de programmation mentale des droits de l'homme, etc. Ouais. Au bout d'un moment, on comprend, mais on apprend aussi à apprécier le continent, à apprécier la population, les peuples africains. Et ce que j'ai vu comme changement, c'est qu'aujourd'hui, dans un monde où justement les ressources se raréfient, où les capacités de production agricole vont devenir de plus en plus tendues, l'accès à l'eau douce va se faire de plus en plus difficile, alors que la population mondiale augmente, l'Afrique reste non pas un réservoir vierge, mais encore le réservoir où il y a encore un bon nombre de ressources naturelles. Et donc, les multinationales essayent d'exploiter beaucoup quand même depuis déjà un certain temps. Exactement, et on voit à la fois le danger de la surexploitation sans bénéfice pour les peuples, ce qui n'est pas nouveau, mais qui risque de s'accentuer avec justement des phénomènes de type Boko Haram et d'autres qui sont à mon avis très liés à la volonté de l'Empire américain, Atlantis, rappelons-le comme ça, de s'approprier, ou en tout cas de sécuriser pour lui et pas pour les autres ses ressources. Mais d'un autre côté, il y a aussi l'opportunité. Et d'ailleurs, cette opportunité, on le voit dans les changements. En 20 ans, j'ai vu la différence, c'est qu'on voit une émergence de classe moyenne dans tous les pays africains. On voit une émergence de plus en plus il faut le dire quand même d'un début de vraie démocratie. C'est pas la démocratie athénienne ou d'autres. Et encore, pour peu que la démocratie soit le destin de tous les peuples du monde. Est-ce la solution? On peut vraiment se poser la question. Mais enfin, on voit un début disons que les politiques partisanes sont plus subtiles, ou en tout cas ne se font plus comme avant. Il y a moins de ces dictatures un peu pas exagérées comment dire, je cherche le mot, un peu de pacotille, mais violente qu'il pouvait y avoir à l'école, pacotille mais dangereuse. On voit qu'il y a un jeu qui s'est mis en place de démocratie, et ce jeu il est renforcé par la volonté de la classe moyenne, encore une fois, qui elle a beaucoup à perdre dans une dictature, aurait beaucoup à perdre d'une économie qui ne marche pas, et donc souhaite avoir son mot à dire, et enclenche un processus qui est à mon avis quand même assez bénéfique. Donc il y a aussi des opportunités, et on le voit qu'aujourd'hui les entrepreneurs sont légion en Afrique, alors qu'à l'époque c'était très compliqué, ne serait-ce que par la bureaucratie, mais aussi simplement parce qu'il y avait des chasses gardées d'abord par les anciens pays coloniaux et leurs entreprises. Aujourd'hui ça s'est ouvert. Donc, aujourd'hui
un Africain ou un afrodescendant habitant par exemple en France ou en Angleterre peut très facilement venir en Afrique, monter une entreprise s'il a une bonne idée, s'il a des opportunités. Et ces opportunités, il y en a énormément, il y en a à foison, on le sait. Ça, c'est quand même un progrès. Moi, je sens te couper. Parce que je pense que le plus important, c'est aussi que les éditeurs et auditrices t'entendent. Il y a une question qu'on peut se poser légitimement lorsque l'on te reçoit ici, lorsque l'on approfondit justement ton travail, on l'étudie dans le fond mais aussi dans la forme, le survivalisme, parce que c'est le concept dont il faut parler, qui n'est pas forcément connu ici, même si les gens le vivent naturellement. C'est quelque chose qu'il faut aussi préciser, c'est que l'Africain vit le survivalisme depuis des années naturellement, sans forcément l'avoir conceptualisé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a, en te lisant, la capacité, la possibilité d'avoir une synthèse des différents moyens qui permettront aux gens de s'en sortir lorsque la société autour de nous s'effondre. Mais est-ce que le regard d'un survivaliste en Occident peut-il être le même que le regard d'un survivaliste sur le continent africain? Et est-ce que les effondrements que nous connaissons, selon toi, après chacun peut avoir sa réponse, et 15 minutes ne seraient pas suffisantes pour avoir ce débat-là, mais est-ce que l'effondrement que vous connaissez peut être comparé à l'effondrement que connaît l'Africain depuis des siècles en réalité? Alors, évidemment non. Toutefois, si j'extrapole, et je rappelle ma thèse, c'est que nous avons la première économie mondiale, et même la deuxième économie mondiale qui est l'Europe, mais la première c'est les États-Unis. Devant la Chine La Chine les rattrape et les dépasse rapidement. Mais on voit cette économie qui reste la première puissance militaire mondiale également, et ça c'est pas rien, c'est tout à fait important, est dépendante d'une complexité, d'un système très complexe qui dépend de sources d'approvisionnement d'énergie qui se font de plus en plus rares, de plus en plus difficiles, de plus en plus coûteuses, d'un système d'approvisionnement des villes pour permettre ce monde de consumérisme, de consommation absolument gigantesque. Tout cela est en train de s'effondrer parce qu'il y a la convergence de la raréfaction des ressources, de la surcomplexité, donc de la fragilité de ces environnements, des destructions des niches écologiques et des environnements qui permettent la nourriture d'être produite pour nourrir ces 7 milliards d'habitants dans le monde, et de plus en plus une économie qui est financiarisée, endettée, et qui va s'effondrer comme s'effondrent toutes les économies hyper endettées, avec une monnaie qui ne vaut rien. Les conséquences de cet effondrement économique dont je me base sur le livre, dans mes livres, c'est qu'elles vont avoir des conséquences économiques, sociales, gigantesques sur le monde occidental. Le rayonnement de cet effondrement va toucher forcément tous les pays du monde. Par ricochet. Mais l'intensité ne sera pas la même, on est d'accord. L'intensité sera différente, mais je dis aux gens de se méfier, même en Afrique. Certes, le paysan du pays d'Ogon, au Mali, ou à la frontière sénégalaise, pour lui, ça ne va pas changer grand-chose, sauf que peut-être qu'il aura beaucoup plus de difficultés à obtenir les outils dont il a besoin pour faire fonctionner son champ, pour ses cultures. Et il aura plus de débouchés, ou très peu de débouchés, en tout cas l'exportation s'est terminée lorsque les États-Unis s'effondrent. Les villes africaines dépendent aussi. C'est terminé, tout dépend de la cible, parce que quand on dit l'exportation est terminée, il n'est pas dit non plus que les États-Unis soient la seule cible c'est vrai. où on exporte nos C'est vrai, on voit d'ailleurs que la Chine... mais l'impact sera aussi sur la Chine, donc on risque d'avoir plusieurs années avec une économie en décroissance folle. Est-ce que tu comprends les gens qui peuvent dire, et là on met de côté notre fraternité, notre amitié, qui peuvent dire que ton discours parfois frôle, excuse-moi, l'hystérie pessimiste. Tu es tout sauf hystérique, mais ton discours ou ta réflexion peut frôler l'observation, la vision paranoïaque. On a l'impression que tu nous parles de la Chine. Oui, la Chine va connaître sans doute tôt ou tard une décroissance réelle, mais dans l'état actuel des choses, ils sont plutôt dans le cadre d'une croissance quand même. Oui, et tout comme l'Afrique, on est dans une phase d'une grande croissance. Après, je ne suis pas un défendeur des Chinois, pour ceux qui me connaissent un minimum. Je comprends. C'est pas les amis forcément des Africains. Alors c'est vrai que c'est tout ce que j'espère avoir réussi à faire dans le livre, et ce qui explique aussi peut-être aussi une partie de son succès, c'est que dans la partie où j'analyse les problèmes, je les chiffre, je donne les chiffres, je montre c'est clair que tu es quelqu'un qui parle beaucoup en chiffres. Les années qui nous restent de fer, de manganèse, de nickel, d'uranium, de charbon également, mais c'est évidemment surtout de pétrole. Et on voit que malgré les nouvelles découvertes, les ressources totales s'amenuisent très vite parce que la consommation elle est gigantesque dans le monde. Et donc j'espère. Est-ce que je suis pessimiste ou réaliste? Ça, c'est au lecteur de le dire. Mais en tout cas, j'essaye d'être
pragmatique, surtout dans les solutions que j'apporte, mais aussi de ne pas être alarmiste, c'est-à-dire de ne pas être dans le sensationnalisme. J'essaye de démontrer par le fonctionnement des grandes villes, y compris ici Dakar. Vous voyez, une ville, vous savez, avec moins de pétrole, il n'y a plus les camions qui roulent, et sans les camions, les gens de Dakar, ils ne mangent plus. Bien sûr. Parce que la nourriture, elle est loin quand même d'ici. Donc, les problèmes ils vont se poser dans les grandes villes. Et Dakar, c'est pas une si grande ville, mais Lagos, Nairobi, mais le gros problème, c'est gigantesque. C'est ce facteur que tu as l'air de peut-être pas prendre en considération, c'est que ces villes-là dont tu parles sont des villes dans lesquelles on découvre ces dernières années, et d'ailleurs c'est souvent lié à l'apparition en effet des Boko Haram et compagnie, mais on découvre des gisements de pétrole assez énormes dans différentes régions. Et ouais, le problème... Ils sont pas si grands que ça quand tu regardes Est-ce que tu es sûr à l'échelle locale, ils sont grands. Voilà. Notamment, c'est vrai que le Nigeria est un des grands producteurs du pétrole. Même le Sénégal récemment. Oui, D'ailleurs, le Venezuela a eu un discours par l'intermédiaire de son ambassadeur, que je salue, mon ami, son excellence Edi Rosé Corcega, a eu un discours d'alerte en disant au Sénégal de refuser de brader une nouvelle fois. Ah oui, ça c'est vrai. Ça, c'est justement son gisement spectaculaire de pétrole aux multinationales. Et ça a été très critiqué, la démarche de Corcega lorsqu'il a dit ça par le gouvernement. La réponse est simple. Chaque 2 semaines, l'économie mondiale consomme 1 milliard de barils de pétrole. D'accord. Si votre gisement est et je suis sûr, enfin, je ne vous vois pas, mais je dis vous à nos auditeurs, à tes auditeurs, si les auditeurs connaissent la taille de ce gisement, ils peuvent en déduire ce que ça représente à l'échelle mondiale en termes de consommation. Si ce sont des dizaines de milliards, oui, c'est un gros gisement, mais ça ne fait que quelques mois de consommation mondiale. Et on se rend compte que cette consommation elle est gigantesque. Enfin, il faut s'imaginer les villes du monde, les transports, la quantité de pétrole que ça bouffe tous les jours. C'est plusieurs dizaines, c'est pas loin de 100 millions de barils par jour la consommation mondiale aujourd'hui. Donc il faut bien regarder les chiffres. Après, d'un côté, je vous souhaite d'avoir découvert énormément de pétrole, mais d'un autre côté, faites attention, car si vous avez beaucoup de pétrole, on va venir vous le prendre. Bien sûr. D'où en réalité, la vraie question, ce n'est pas qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, c'est la question de comment fait-on pour déjà savoir l'exploiter nous-mêmes et savoir se protéger. Exactement. Au final. C'est pour ça que mes solutions, elles s'adaptent d'abord à l'individu, mais elles peuvent monter en échelle et en puissance jusqu'à un pays entier. Parce que quand on parle je préconise l'autonomie, l'autosuffisance. Finalement, c'est pas très différent. Je découvre un grand homme africain qui était Thomas Sankara. C'est aussi ce qu'il disait. Il faut qu'un pays une nation puisse avoir sa production, puisse avoir son autonomie, et donc savoir se défendre. Parce que le prédateur, il est toujours là, et aujourd'hui, le prédateur, il est très très puissant. D'accord. Il reste, le temps passe déjà spectaculairement vite à notre grand désarroi. La question que je te poserai en guise déjà malheureusement de conclusion, même si les gens auront l'occasion ou ont eu déjà l'occasion de te voir s'ils suivent la 2S TV dans l'émission Le Grand Rendez-vous. Pour toi, quelle est la suite logique on est au XXIe siècle, en ce début du XXIe siècle, des événements pour les différentes populations du monde. Est-ce que tu penses qu'on va tous être plongés globalement dans cette crise, ou tu penses que, même si tu as répondu partiellement tout à l'heure, que certaines nations, quand même, auront la possibilité d'avoir la tête en dehors de l'eau et ne seront pas touchées par une crise puisqu'ils sont plongés dedans déjà depuis un certain nombre de temps? En un siècle, nous sommes passés de 2 milliards à 7 milliards d'habitants. Et cela grâce à une complexification constante des biens et des services, et donc de l'infrastructure. Si l'économie s'effondre, cette infrastructure ne peut plus être maintenue, les 7 milliards de personnes ne pourront plus être autant. Donc la crise va toucher tout le monde. C'est vrai, je crois qu'elle va toucher avec une très grande force, de plus grande force, les États-Unis, l'Europe occidentale, moins l'Europe orientale, beaucoup moins la Russie, peut-être moins la Chine, et moins un grand nombre de pays africains. Je pense que l'Amérique du Sud et les pays africains vont, s'ils font les bonnes mesures, elles vont être moins touchées, mais ils vont être touchées quand même. Et je pense aussi que le Moyen-Orient va être touché de manière très très violente, comme c'est déjà le cas. Ils sont déjà démarré leur effondrement. Et ce qui se passe malheureusement en Irak, c'est un peu et en Libye, c'est un peu d'une manière ou d'une autre, et pour différentes causes, c'est un peu l'avenir que je ne souhaite pas et que je n'espère pas, mais c'est un peu l'avenir de l'Occident. Ok.
Ok, c'était donc. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter en guise de conclusion, Pierrot, pour cette intervention simplement que très la modestement, chronique du jour. je souhaite que les Africains continuent à développer leur continent et qu'ils sachent que le développement de ce continent, il se fera d'abord et surtout par eux-mêmes et non pas en attendant l'argent ou l'aide de qui que ce soit d'autre de l'extérieur. Ça fait plaisir d'entendre ça. On est fatigué des philanthropes qui veulent nous dire que sans eux on ne peut rien faire, et on est content d'entendre quelqu'un qui est venu d'Occident mais qui voyage, qui connaît le monde parce qu'il a voyagé dans énormément de pays. Et il n'est jamais venu en prédateur, mais toujours en observateur et ami aussi. Ami qui vous dit ce qu'il pense, mais qui n'a jamais prétendu en tout cas être le puits de science sans lequel on ne pourra pas avancer. Et c'est bien souvent c'est ces gens-là qu'il faut parfois tendre l'oreille parce qu'il y a des bons conseils qu'on peut en tirer. Je parle en mon nom personnel. C'était Humeur d'Afrique 103.9 Convergence FM, l'émission de la journée. À très bientôt si Dieu le permet.